J'ai gardé votre place. Les mots tombent comme une petite pierre dans une tasse de café. Un cercle de vaguelettes, puis un silence qui invite. La fillette qui les prononce est minuscule contre le dossier d'un fauteuil roulant. Elle est allongée entre la roue et le coussin, les jambes pendantes, un pull moutarde trop grand qui cache ses genoux. Son visage est intactement sérieux. Autour, le café continue de murmurer, des cuillères qui raclent, une machine à expresso qui soupire, la ville venant de réveiller ses pas. Léna lève les yeux. Ses mains, encore marquées par les veines d'une ancienne danseuse, tiennent un crayon gras à moitié effacé. Le carnet posé sur la table est couvert de traits rapides, d'ombres de corps en mouvement. Sa chaise s'est arrêtée contre la table comme une partition ouverte. Elle sourit sans bruit, et son sourire est moins une surprise qu'une permission. L'homme en face, tout en costume sobre et en fatigue mesurée, s'immobilise un instant comme si l'on avait mis sur pause une autre vie. Ce sont les yeux d'un père qui regarde d'abord par réflexe, calcule les distances, combien de sucre, combien de sécurité, combien de temps. Il s'appelle Daniel. Pour lui, la prudence a des horaires et des routines, depuis que la maison a rétréci d'une personne. Sa fille, Émilie, tient une petite boîte de crayons dans les mains. Elle vient de poser un dessin sur la table, une ligne tremblée où quelqu'un a écrit, en lettres enfantines, « J'ai gardé votre place ». La scène tient dans un instant suspendu, où chacun mesure l'autre. Léna n'attend pas d'être sauvée. Elle attend simplement d'être reconnue. Elle indique une chaise vide d'un geste ample de l'avant-bras, un geste appris au jour où la salle d'art devenait son studio, et la ville, une scène. « Installez-vous, si vous voulez », dit-elle doucement. Sa voix est basse, roulée comme une musique de chambre. Émilie se glisse sur la chaise, se faufile entre les jambes de son père, puis, par caprice d'enfant, grimpe dans l'espace du fauteuil de Léna. La roue tourne, la toile du cuir plisse, et la fillette rit. Daniel tressaille, partagé entre désarroi et une curiosité lente. Léna ne se lève pas, elle n'en a pas besoin. Elle a appris à occuper l'espace autrement, en présence, en regard, en gestes précis. Ses bras dessinent encore une élégance discrète. Ses épaules, quand elle sourit, disent une histoire sans réclamer de pitié. Le regard de Daniel balaie le carnet de dessin. Il voit, en silhouette, des arabesques de corps qui expliquent mieux qu'un discours. « Vous peignez ?» demande-t-il, comme l'on propose un passage au guichet d'un train. « J'enseigne », corrige Léna, et ses mains indiquent la ville au-delà de la vitre, les couleurs qui s'accrochent aux façades. Aux enfants, de la danse et de la peinture. Ils apprennent par le corps et par la couleur. Parfois, ils arrivent ici plus lourds qu'ils ne devraient l'être. Alors on remixe tout. Émilie, les doigts déjà couverts de bleu indigo, tend sa main tachée vers le carnet. Léna la laisse toucher et la fillette trace une petite main sur la page. Le trait est maladroit, mais il tient. Daniel regarde la scène, et pour la première fois depuis longtemps, il ne calcule plus uniquement le risque. Il voit la nécessité d'un monde où quelqu'un propose un endroit sûr pour poser ses petites choses. Le café est un théâtre en miniature. Une vieille dame s'approche du comptoir, puis s'arrête, attirée par la facilité avec laquelle Léna ajuste le siège d'Émilie pour qu'elle n'ait pas l'air de voler la table. Léna parle peu. Ses mots sont des ponctuations douces. « Vous avez gardé sa place alors, Émilie. Tu es la gardienne officielle ?» plaisante-t-elle. Et la fillette prend son rôle au sérieux, comme une mission sacrée. Il y a quelque chose d'ancêtre et de neuf dans cet instant. La fillette en fauteuil qui prend soin d'une place, l'homme au monde de chiffres qui contemple ce geste comme on contemple un risque transformé en promesse. Daniel, conscient pour la première fois, ne sait pas encore que ces trois personnes, la fille, la femme en fauteuil, l'homme aux poches pleines de responsabilités, vont recoudre leurs jours l'un sur l'autre. Plus tard, quand il remontera dans sa voiture, Daniel reprendra ses habitudes de PDG. Appel en rafale, lettres, agenda. Mais l'image restera, persistante comme une marque d'aquarelle sur la peau. La petite main d'Émilie tachée de bleu, la phrase inscrite sur le coin du dessin, la roue qui a tourné sans bruit. Il ne s'en rend pas compte alors, mais il vient d'entrer dans une histoire qui va exiger moins d'efficacité et plus de présence. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour d'autres récits qui rendent au quotidien sa part de lumière. Le lendemain, le supermarché du quartier tient son rituel du matin. Les paniers qui s'entrechoquent, la musique d'ambiance qui prend la voix, les néons qui diffusent un blanc aimable. Léna passe entre les rayons comme une danseuse ferait une scène. Elle connaît les allées, sait où poser des regards qui évitent l'indifférence des étals. Une vieille cliente a du mal à attraper un pot de confiture sur l'étagère haute. Léna roule, s'incline presque et tend sa main pour le prendre. C'est un acte simple, précis, sans phare, un service rendu à petite échelle. « Merci ma chère », dit la vieille dame, la voix pâteuse de ceux qui ont gardé de jeter dans leur mémoire. Léna sourit, ses doigts effleurant le pot comme une offrande. Elle replace le pot dans le panier de la femme, arrange son manteau, échange un mot sur le temps. Ces actes répétés, tenir, passer, ajuster, sont ses manières de tisser le monde. Daniel passe dans l'allée d'à côté avec Émilie, les bras chargés d'une bosse de céréales, le regard sur son téléphone. Il aperçoit Léna au loin, la silhouette reconnaissable à ses épaules qui garde une discipline douce. Il ralentit. Il ne veut pas paraître inquisiteur, pas plus qu'il ne veut rompre l'instant. Tout à coup, il ressent la fulgurance d'un jugement. Est-ce l'aide d'une inconnue ou la manière dont sa fille devrait être entourée? Il se surprend à retenir sa respiration, comme si ce qui se jouait dans un rayon de confiture pouvait lier ou défaire son quotidien. La mémoire de Daniel n'est pas une seule photo, c'est un album encombré. La maison où il reposait avant est devenue trop silencieuse. Sa femme est partie 1 an plus tôt.
non pas d'un film tragique, mais par une absence qui laissa des espaces vides, comme des chaises non repoussées à table. Depuis, il a étiqueté ses peurs. Ne plus perdre, ne plus laisser entrer le hasard. Émilie, à 6 ans, porte son monde sur son dos en souriant. Daniel apprend, à contre-cœur, à surveiller le temps et à planifier le moindre câlin. Léna, elle, a ses propres cartographies. L'accident est un mot dont elle ne parle qu'à demi. Il est une ombre qui a déplacé sa ligne, mais pas effacé la musique qui vivait dans ses muscles. Avant, elle battait les plafonds de scène. Aujourd'hui, ses gestes racontent encore des mesures, mais elles sont recalées, réinventées. Elle a choisi d'enseigner. Enseigner l'adaptation, la possibilité de trouver un vocabulaire du mouvement quand le pas traditionnel n'est plus accessible. Ce choix n'est pas une faiblesse, c'est une reformulation de sa danse. Dans l'atelier Hope Art and Nature, l'espace respire comme une partition ouverte. Les murs portent des nappes de couleurs, taches, silhouettes, mains d'enfants imprimées sur l'un. Il y a des barres adaptatives, des tapis, des petites rampes. Léna accueille. Elle a préparé ce cours comme on prépare une pièce. La musique choisie, lente, un piano distant. Les chaises disposées en demi-cercle pour que tout le monde puisse se voir. Des pinceaux larges pour que les doigts trouvent une trace. Émilie arrive. Un sac à dos planté d'autocollants, les yeux avides. Elle court presque vers Léna et l'embrasse sans pudeur. Le cours démarre avec des consignes simples. Respirer, sentir le siège, inviter les épaules à danser. Léna parle en images. Imaginez que votre chaise est une mer, dit-elle. Comment la traverser? Avec des petites vagues ou une grande houle? Les enfants rient, s'expriment, se lancent. Léna guide, mais elle laisse les mains des jeunes diriger, corriger, inventer. Elle sait que la guérison ne se vend pas en instruction. Elle se tient dans le temps, patient et tenace. Daniel observe depuis la porte, d'abord comme un spectateur timide, puis s'approche, attiré par la présence claire de Léna. Il est maladroit dans l'espace artistique, habitué plutôt aux chiffres et aux échéances. Mais Émilie tire la manche de sa chemise et l'entraîne au centre, fière de ce qu'elle connaît maintenant. Un coin où elle peut être à la fois protégée et entière. Léna laisse faire. Elle n'explique pas, elle montre. Un après-midi, lors d'un exercice de peinture libre, Émilie se met à peindre un mur entier de bleu et d'or. Ce n'est pas un dessin soigné, c'est une décision, et les taches couvrent une portion du canevas. Léna ne redresse pas, elle encourage. On ne mesure pas une danse au nombre de pas, mais à la façon dont elle nous fait sentir, dit-elle, d'une voix qui s'adresse autant aux enfants qu'à Daniel. La phrase flotte, et Daniel l'entend comme une permission qu'il n'avait pas osé se donner. Autoriser la vie à le traverser, sentir d'abord, comprendre ensuite. Les semaines qui suivent déroulent un tissage de petits gestes. Léna monte une exposition modeste avec les travaux des enfants. Daniel, par réflexe, offre un mécénat discret, non pour attirer des regards, mais parce qu'il commence à reconnaître la nécessité de soutenir un espace qui a donné une place à sa fille. Ce soutien n'est pas une transaction, il est la reconnaissance d'une valeur. La communauté du studio commence à s'assembler en photos encadrées, en rires, en témoignages. Petit à petit, les murs de la maison de Daniel changent aussi. Des dessins d'Émilie s'accrochent aux portes, des pinceaux trempés dans des bocaux improvisés. Les silences sont moins aigus. Les soirs, quand Émilie s'endort, Daniel reste parfois un peu plus longtemps dans le salon et ouvre un carnet pour griffonner ce qu'il a vu. Il découvre que ces pages ne sont pas uniquement remplies d'échéances. Il écrit une phrase qu'il ne lit qu'en secret. La présence est un métier. Il ne sait pas encore que c'est une leçon qu'il va devoir apprendre à exercer. Il y a des gestes qui ne demandent pas d'héroïsme. Léna le sait. Elle a appris à accueillir sans imposer, à proposer sans revendiquer la réparation. Vous n'avez pas à sauver qui que ce soit. Être présent suffit, dit-elle un jour à Daniel, sans posture, comme on parle d'un café trop sucré. Elle le dit à demi-voix, au coin d'un couloir du studio, et ses yeux refusent toute pitié. Daniel entend la phrase, et dans la réverbération de son propre passé, comprend qu'il n'a jamais su comment être présent autrement qu'en organisant, en protégeant. Léna a ses propres peurs. Avant de s'installer dans le studio, elle doutait parfois de son autorité. Qui écouterait une femme en fauteuil quand il s'agit d'apprendre à bouger? Sa réponse a été d'inventer des langages qui ne demandent pas la verticalité pour être valides. La danse qu'elle enseigne est une ode à la torsion du tronc, à la façon dont une main peut dessiner l'espace, à la manière dont un regard transforme une roue en arc. Elle n'est pas en quête d'apitoiement, elle veut construire un modèle où la dignité s'exerce dans l'ordinaire. Puis, un après-midi de fin d'automne, la ville montre son visage dur. Dans une cour de récréation qui appartient à une école privée non loin du studio, quelques adolescents en bande lâche jettent des regards et des rires, comme s'ils jaugent un spectacle. Il s'attarde sur Léna, puis sur Émilie,
qui, comme d'habitude, a trouvé le moyen le plus simple d'être présente. Elle a pris la roue de Léna et l'a fait tourner pour jouer au carrousel. Les ados, silhouettes longues de l'âge où l'on pratique la cruauté pour se rassurer, soufflent des moqueries, des bruits courts, des chuchotements qui se font toquer. La tension se dessine en petites vagues plutôt qu'en orage. Un commentaire sur le fauteuil, un « t'es pas normal » qui lance un petit caillou d'humiliation. Léna sent les mots comme on sent une brise fraîche alors que l'on était en plein soleil. Elle a appris à ne pas laisser ses rafales la dévier, mais l'espace public a ses règles qui ne se contentent pas toujours d'élégance. Émilie, encore petite, fronce les sourcils. Elle ne comprend pas pourquoi l'ironie peut être une arme. Daniel, qui passait justement par là pour ramener Émilie au studio après une réunion externe, entend les éclats. Son cœur, qui a appris à protéger sa fille de beaucoup de choses, se contracte. Ce n'est pas la première fois qu'il voit des regards étrangers qui se changent en jugement. C'est la première fois qu'il ressent la nécessité d'intervenir pour autre chose qu'un danger physique. Intervenir pour protéger la dignité d'une autre personne. Tel est le test qu'il ne va pas planifier. Léna, silencieuse, ne se défait pas. Elle a des stratégies plus subtiles que la confrontation brute. Elle se redresse légèrement, ajuste le siège d'Émilie d'une main sûre, puis regarde les adolescents comme on regarde un adversaire qui peut encore être éduqué. Ses mots sont calmes. « On vous apprend à dire autre chose ?» propose-t-elle, non pas pour humilier, mais pour inviter. C'est une main tendue dans un monde où l'on confond souvent la force et la fureur. Les adolescents rient, un peu vexés d'être remis à l'ordre. L'un d'eux, plus grand, lance une phrase creuse cherchant l'approbation du groupe. Les murmures s'enflamment et quelqu'un filme. Dans ces secondes, la ville s'éloigne d'une leçon de civisme. Il y a des regards qui se désengagent, des personnes qui passent sans agir. Le poids de l'indifférence est lourd. Daniel hésite. Il sent l'obligation d'un rôle inculqué par la tradition familiale. Protéger, intervenir, mettre en place une barrière. Mais il sait aussi que son empressement peut parfois restructurer les choses d'une manière qui écrase plutôt que relève. Là se tient son dilemme. Intervenir de manière à humilier ses adolescents ou choisir une autre voie qui défend Léna sans en faire une scène. La main de Daniel se tend vers la chaise de Léna. L'air empeste l'émotion contenue, mélange de colère, d'incompréhension, de ce réflexe ancestral qui pousse un père à agir. Léna, d'un regard, capte son mouvement. Elle n'a pas besoin d'être soulagée. Elle a besoin d'un partenaire qui sache lire les frontières. « Ce n'est pas toujours la force qui répond », lui dit-elle une fraction de seconde. Mais ce n'est pas un reproche. C'est une information comme on donne la cadence à une danse. Un bruit métallique, puis un pas, interrompt l'instant. On appelle Émilie depuis l'autre côté du préau. Les silhouettes des adolescents se dispersent comme si un appel avait rappelé l'ordre des choses. La vidéo, qu'un téléphone a prise, glisse déjà vers des yeux collés à des écrans. Léna ramène la conversation vers la peinture, la transforme en exercice. Peignons ce qu'on ressent, transformons ce qu'on entend en couleurs. Les enfants s'installent, comme si l'art pouvait colmater une faille ouverte. Daniel tire sa fille contre lui. Il sent sous ses doigts la chaleur d'un petit dos et il perçoit pour la première fois que la protection n'est pas une armure, mais un acte partagé. Il a peur d'être maladroit. Il a peur d'être trop peu. Dans son air, il y a encore la nécessité d'apprendre à rester. Pas pour retenir, mais pour accompagner. La communauté du studio est petite, mais elle commence à respirer ensemble. Les parents se rapprochent, non pour juger, mais pour tenir. Les photos au mur disent des noms et des dates, mais aussi des moments où quelqu'un a choisi d'être présent. Léna, toujours à la tête de ces rencontres, propose des sorties, des ateliers en plein air, des séances où les regards peuvent se transformer en outils de soins. Ce jour-là, après l'épisode du préau, Léna rentre chez elle plus tôt que d'habitude. La lumière a la douceur d'un automne qui promet du repos. Elle gare son fauteuil près d'une fenêtre où la ville se découpe en rectangles de verre. Elle pose un pot de peinture sur la table et regarde les couleurs comme si elles lui parlaient. Chaque pigment évoque une histoire. Bleu pour la mer qu'on invente, moutarde pour le rire d'un enfant, rouge pour les traces qui disent les efforts. Émilie, qui tient à présent une fonction non officielle de 40 de la place, dessine avec une concentration d'écolière. Elle colle des gommettes en forme d'étoile sur le bord du carnet. « Papa dit que vous nous avez aidés », lance-t-elle tout à coup, sans le filtre des convenances. Léna répond par un sourire qui n'explique rien d'autre que la possibilité d'un monde où l'on se donne des places. Dans la maison de Daniel, la nuit tombe. Il regarde une photo de sa femme sur la cheminée, puis reposa les mains sur le volant d'une voiture qui n'a jamais appris à ralentir pour les émotions. Sa décision ne s'est pas prise d'un coup. Elle mûrit, comme la pâte qui lève doucement. Aller plus loin impliquera des gestes qui ne se commandent pas. Ils se vivent. Il est encore trop tôt pour savoir ce que signifiera vraiment la présence de Léna dans leur vie. Les questions restent ouvertes. Comment laisser entrer quelqu'un sans tout briser? Comment apprendre à Émilie la délicatesse des gestes? Comment Léna continuera à diriger, à décider, à être l'actrice principale de son histoire? Il y a pour l'instant un pont fragile, fait de regards, de dessins et de petites décisions. Le soir, avant de dormir, Léna prend son carnet. Elle écrit peu, elle dessine davantage. Sur une page, elle esquisse la roue d'un fauteuil qui tourne et autour, des petites silhouettes qui dansent sans se lever.
Elle ferme le carnet, l'appuie contre son cœur et se permet une pensée presque risquée. La vie n'est pas seulement ce que l'on défend, mais ce que l'on choisit de faire ensemble. À la porte du studio, le planning du mois suivant est échafaudé. Atelier, rencontre, un petit vernissage. Sur une étagère, une plaque dorée attend d'être gravée. Émilie a déjà dessiné un logo avec des mains qui tiennent une roue et en dessous, de sa calligraphie d'enfant, 3 mots, toujours en mouvement. La ville continue, indifférente et tendre à la fois. Les histoires s'attachent et se détachent comme des rubans. Mais quelque chose a changé pour ces 3-là. L'un a appris à laisser la main d'une fillette tenir une place. L'autre a réappris à occuper un espace sans que la verticalité soit seul juge. Et la petite fille, qui a dit « J'ai gardé votre place », a trouvé dans ce geste le pouvoir simple d'ouvrir une porte. Ce soir-là, alors que la lune lévite au-dessus des toits, une notification sur un téléphone s'allume. Une vidéo courte du préau, vue des centaines de fois. Les commentaires se font rapides, certains moqueurs, d'autres touchés. Daniel pose le téléphone sur la table et le regarde comme s'il regardait un animal familier qu'il doit désormais apprendre à comprendre. Il se lève, va vers la fenêtre et reste un long moment à écouter la ville respirer. Au même instant, dans un autre coin de la ville, Léna reçoit un message d'un parent qui propose son aide pour organiser une exposition. Les petites bifurcations de la vie prennent la forme de notifications, d'appels, de rendez-vous. Elles ne sont pas spectaculaires, elles sont ordinaires, elles sont surtout nécessaires. Le lendemain promet d'être un jour où des décisions devront être prises, accepter une proposition, affronter à nouveau la visibilité, répondre à un commentaire. Les petites tensions qu'on avait loin des yeux reviennent, prêtes à montrer qu'être présent demande parfois de l'audace. Émilie s'endort ce soir-là avec les crayons encore collés entre ses doigts. Dans son sommeil, elle dort comme si elle avait rempli un devoir important, avoir gardé une place pour quelqu'un. La roue continue de tourner, en silence, enregistrant chaque instant. La suite de ses gestes n'est pas encore écrite, elle se préparera dans l'étoffe du lendemain. Le matin suivant ouvre ses volets comme un accord tenu, un peu plus de lumière, un peu plus d'air. Émilie se réveille en s'étirant comme si elle avait tout gardé et rien perdu. Ses crayons roulent sur la table comme des petites planètes. Daniel, dans la demi-pénombre du salon, sent qu'un choix l'attend. Non pas une décision spectaculaire, mais un ensemble de gestes qui, mis bout à bout, définissent ce qu'il est prêt à être. Il écrit une réunion au calendrier et la rature, puis replace la main sur le carnet, où il note maintenant des impressions plutôt que des objectifs chiffrés. La vidéo du préau a bifurqué vers des conversations publiques. Pour certains, un simple trait d'actualité, pour d'autres, une fenêtre sur une manière d'être qui dérange les habitudes. Beaucoup de messages sont bienveillants, invitations, offres d'aide, propositions de collaboration. D'autres, rares mais aigres, interrogent la place publique d'une femme en fauteuil ou se moquent d'un geste d'enfant. Léna lit les courriels avec la même économie qu'un danseur qui choisit ses pas. Elle sait que la visibilité comporte des risques, elle sait aussi qu'une exposition contenue peut ouvrir des portes. Elle accepte l'idée d'un petit vernissage au studio. Ce n'est pas une célébration triomphale, plutôt une façon de rendre visibles des gestes, de mettre en espace le travail des enfants, de formaliser ce qui jusque-là était fragile et joyeux. Elle propose une date, fixe la liste des invités, appelle quelques parents et demande à Émilie d'imaginer une bannière. Émilie prend la mission au sérieux comme si c'était un trésor. Elle dessine en lettres rondes et collantes, toujours en mouvement. Daniel, invité à participer à l'organisation plus qu'à la mise en scène, découvre que sa compétence peut servir autrement que pour des budgets. Il peut faire de la place, parler à des gens, trier des demandes. Il ne veut pas transformer la chose en projet de relations publiques, il veut que ce soit utile et honnête. Il utilise son réseau discrètement pour obtenir un petit local supplémentaire ou exposer quelques pièces sans fanfare. Sa façon de faire, jusqu'ici réservée au bilan et aux négociations, devient un outil pour protéger un espace qui permet aux autres d'être vus. La préparation du vernissage déroule un tissage de petites attentions. Léna choisit les cadres, demande à chaque enfant d'écrire une petite note sur son œuvre. Elle veut que l'exposition parle avec leurs mots et non avec les discours des adultes. On installe des lumières douces, des spots tamisés qui ne font pas d'ombres agressives, mais laissent les couleurs respirer. Daniel apprend à porter des cartons de toile, à être un plateau d'appui plutôt qu'un chef d'orchestre. Émilie, la main toujours tachée, colle une petite étiquette sur chaque cadre en répétant la phrase qui, désormais, fait aussi office de mantra. J'ai gardé votre place. Les jours s'enchaînent en une suite délicate. Il y a des réunions administratives, des formulaires à remplir, des assurances à vérifier. Et Léna les traverse comme on passe de mouvement à mouvement, claire, précise, faisant valoir ses besoins sans se réduire. Elle exige que l'atelier soit accessible et propose des aménagements qui respectent la dignité de tous. Elle demande aussi que les volontaires reçoivent une formation, non pas pour adoucir la tâche, mais pour apprendre à être réellement présents.
Vous n'avez pas à sauver qui que ce soit. Être présent suffit, répète-t-elle souvent, non comme un slogan, mais comme une manière d'enseigner un art qui n'a rien d'ostentatoire. L'attention ne disparaît pas pour autant. Au milieu de la mise en place, une voix s'élève. Un donateur potentiel questionne la viabilité d'un programme basé sur la différence. Sa formulation est maladroite, révélatrice d'une gêne sociale plus que d'une malveillance directe. Il propose des alternatives qui, selon lui, rendraient le projet plus acceptable. Daniel, qui a appris à peser chaque mot en public, sent une colère qui n'est pas seulement personnelle. Il sent surtout l'enjeu humain. Accepter les compromis serait renoncer à ce que Léna a voulu construire. Il demande une pause, puis prend la parole d'une manière qui étonne même lui. Il explique que la valeur de l'atelier tient à son intégrité, que les enfants ont besoin d'un lieu où l'on montre la dignité du processus, et non pas où l'on adapte les personnes à une esthétique de convenance. Ces mots sont calmes, ils font moins appel à la logique qu'à la nécessité d'un espace où on puisse vraiment être. Cela ne met pas fin aux hésitations, mais cela ouvre un passage. Le donateur finit par accepter, à la condition de suivre l'évolution. Il y verra, dit-il, si le projet est viable. Pour Daniel, c'est un compromis acceptable, c'est un engagement pour la continuité, non une capitulation. Léna, d'un regard, lui montre que sa présence politique, discrète et pratique, peut coexister avec sa propre autorité pédagogique. Les semaines avant le vernissage sont aussi faites de rencontres intimes. Un soir, alors que le studio ferme tard, Léna propose à Daniel et à Émilie un exercice de mouvement simple, une spirale de main. Elle demande à chacun de choisir un rythme, lent, médium, rapide. L'idée n'est pas d'apprendre un pas, mais d'entendre comment leurs corps résonnent ensemble. Émilie choisit le rythme rapide, parce que courir dans un appartement est interdit. Daniel, d'abord hésitant, opte pour le lent. Léna, au centre, module la cadence, accueille et relie. Ils s'apprennent à suivre des variations, à regarder la respiration de l'autre et à ne pas confondre protection et contrôle. Un soir de répétition, un photographe indépendant contacte Léna. Il a vu la vidéo. Il veut documenter le travail du studio pour un petit article local. Léna accepte si le travail rend justice à ceux qui participent. Elle impose des limites. Pas d'images qui réduisent les personnes à un stéréotype. Pas de narrativisation de la douleur comme spectacle. Le photographe, touché par la rigueur de ces conditions, promet de faire un travail digne. Il assiste à une séance, photographie les mains qui peignent, les regards qui s'échangent, les roues qui dessinent dans l'air des cercles qui ne mentent pas. Le vernissage arrive. Les lampes éclairent les toiles et les couleurs semblent s'aligner comme une famille. Il y a des parents, des voisins, le donateur prudent, des journalistes locaux et, surpris, une petite délégation de la mairie, intéressée par l'approche inclusive. Émilie, fière, comme une reine d'enfant, présente une performance simple qu'elle a inventée. Elle tourne la roue de Léna comme on tournerait une manivelle de joie et chante une chanson sans paroles. Les adultes se tiennent en retrait, attentifs. Léna ouvre la nuit par une brève parole. Nous exposons ce que nous faisons parce que le monde a besoin d'endroits où l'on peut apprendre à se tenir l'un pour l'autre. La salle est silencieuse au début. Puis des conversations naissent comme des couleurs secondaires qui complètent le tableau. Des parents racontent comment leur enfant a trouvé une manière de s'exprimer. Un grand frère explique que, pour la première fois, il a vu son petit frère danser sans se raidir. Le photographe montre un diaporama de ses clichés. Mains peintes, visage concentré, la roue qui, sur certaines photos, ressemble à une lune. Un murmure monte, presque semblable à une respiration commune. Le clou de la soirée n'est pas un discours, mais une petite séquence chorégraphique préparée par Léna. Elle a invité Daniel à participer, non parce qu'il doit jouer un rôle romantique, mais parce qu'elle souhaite qu'il comprenne au sens le plus concret ce que signifie être présent. La pièce est simple, 3 corps, 3 manières de bouger. Léna mène, Daniel suit, Émilie joue. La musique est un piano clair, ponctué de cordes qui n'envahissent pas. Léna choisit un mouvement d'ouverture. Ses mains décrivent un cercle, comme si elle souhaitait emprisonner la lumière. Daniel, d'abord tendu, apprend à répondre à la ponctuation de ses bras, à offrir un point d'appui, une stabilité non intrusive. Émilie, joyeuse, ajoute des impulsions imprévisibles qui réveillent la scène. La danse en fauteuil que Léna dirige est une composition précise. Torsion du buste, lame de poignet, mouvement d'épaule qui reconfigure l'espace. Elle ajuste la hauteur de la chaise, guide la trajectoire, propose un passage où Daniel doit pousser légèrement, non pour porter, mais pour accompagner. À un moment choisi, ils effectuent un enchaînement qui a été répété moins de 10 fois dans la semaine. Léna, soutenue par une aide technique et par la présence ferme de Daniel, s'élève légèrement hors de son siège. Pas un pas spectaculaire, mais un geste mesuré et étudié, la traduction d'un progrès accompagné. On pourrait appeler ça un lever assisté.
Elle le nomme à voix basse, après la représentation, une manière différente de tenir la verticalité. Ce lent soulèvement n'est pas présenté comme une preuve de victoire, mais comme le résultat d'un apprentissage, d'un entraînement, d'un consentement collectif. Les applaudissements qui suivent ne sont pas des ovations de cinéma, ils sont chauds, sincères. Le donateur se lève et dit qu'il a vu quelque chose qui dépasse son attente. Non pas la pitié, non pas la bravoure forcée, mais la beauté d'un groupe qui réinvente ensemble ses manières d'être. Un journaliste demande un commentaire, Léna répond en nommant les artistes, les enfants, les parents. Elle insiste sur le mot « ensemble », elle le répète parce que c'est un principe. Daniel, debout à côté d'elle, comprend que ce mot contient le genre d'attachement qu'il peut vivre, une présence sans confiscation, une implication sans effacement. Le lendemain matin, la réalité reprend, mais changée d'un ton. Des appels sont passés pour proposer des ateliers dans des écoles, d'autres pour former des éducateurs. Une association locale propose de financer 2 bourses pour des enfants qui n'auraient pas les moyens de s'inscrire. Léna évalue, négocie, fixe des priorités. Elle choisit de conserver une structure petite, volontaire, parce qu'elle veut que le projet reste fidèle à son énoncé. Dignité d'abord, visibilité ensuite. Un défi surgit quand une vidéo du vernissage, montée sans le consentement initial, commence à circuler. Au début, elle porte bien l'image de la finesse du travail, ensuite elle commence à être commentée par des remarques qui refaçonnent la narration en chasse au sensationnel. Léna, qui connaît les effets de la visibilité, réagit avec la même clarté qui la caractérise. Elle demande aux photographes et au personnel du studio de contacter la plateforme pour demander respect et retrait de la bande. En parallèle, elle publie un court texte qui pose des limites. Les personnes sont des sujets, pas des preuves émotionnelles. La publication fait son œuvre, elle rappelle le cadre éthique et donne des points d'ancrage pour la conversation publique. Daniel observe tout cela et voit sans phare combien être en première ligne exige un mélange de fermeté et de douceur. Il pense à sa femme et à la façon dont il lui aurait parlé de ses moindres victoires. Il ressent qu'aimer signifie parfois faire des choses invisibles, comme écrire des emails à midi, prendre des rendez-vous, parler à des gens qui pensent en chiffres. Sa place se dessine, il n'est pas l'élément central du récit, mais il est une présence qui maintient le pont. Les mois avancent. Léna monte un programme de cours réguliers, une mini-bourse pour les familles modestes, et peu à peu une petite équipe de volontaires se forme. Elle continue d'être l'animatrice principale. C'est elle qui conçoit les séances, qui choisit les musiques, qui corrige avec doigté. Sa pédagogie est simple, respecter le tempo de chacun et proposer des outils pour transformer la frustration en création. Elle insiste sur le langage du mouvement comme langage de dignité. Elle n'oppose pas la verticalité à l'assise, elle enseigne comment chaque corps peut composer une histoire. Un soir d'hiver, alors que les rues brillent d'un givre fin, Léna reçoit un coup de téléphone inattendu. Une fondation culturelle souhaite visiter le studio et comprendre le modèle. L'équipe, ravie, prépare une présentation. Daniel prend en charge la logistique. Il sait que cette rencontre peut ouvrir une piste de financement, mais il sait aussi qu'il faut rester fidèle au rythme du projet. Il aide à préparer des dossiers clairs et met en avant l'aspect de formation des volontaires plutôt que la recherche d'un spectacle. Cette posture de transparence finit par séduire les visiteurs. La Fondation propose un soutien conditionné à la formation d'un module pédagogique, rien de grandiloquent, juste la reconnaissance d'un savoir-faire utile. Entre-temps, Émilie continue d'être l'un des cœurs du lieu. Elle a un dessin qu'elle répète, une grande main qui tient un cercle et à l'intérieur un fauteuil. Parfois, elle gratte les lettres avec la même phrase « J'ai gardé votre place », comme si elle s'assurait que la promesse restera. Un soir, elle accroche ce dessin sur le mur d'entrée du studio, juste à côté d'une plaque où figurent les noms des jeunes artistes. Léna accepte cet acte comme on accepte une offrande, sans en faire un symbole de plus, mais en lui reconnaissant une force. La dynamique familiale continue d'évoluer sans coup d'éclat. Daniel n'a pas changé d'un trait. Il a simplement appris à rester plus longtemps, à écouter les silences qui comptent, à répondre aux besoins pratiques sans confondre sa présence avec une domination. Léna ne se laisse pas adoucir, elle conserve ses exigences, elle refuse d'être réduite à un rôle édifiant. Elle reste la directrice de son espace, celle qui prend les décisions. Leur relation se situe dans cette zone grise où l'on peut, sans se nommer, être des compagnons de route. La tension qui avait traversé le préau se transforme, elle devient un rappel que la société doit se regarder avec plus d'attention. À plusieurs reprises, Léna est invitée à donner des conférences modestes, non pour raconter une histoire héroïque, mais pour parler de pédagogie, d'accessibilité et de dignité. Elle accepte si la tribune reste centrée sur les enfants et les méthodes, non sur sa personne. Sa parole gagne en précision, et on sent dans son éloquence la même rigueur qu'elle met à chorégraphier une séance. Au printemps suivant, un nouveau volet s'ouvre. Une école voisine propose un partenariat pour intégrer des ateliers ponctuels dans les cours de sport. Léna se rend sur place, parle avec des enseignants, propose des exercices adaptatifs. Elle rencontre des réticences et des curiosités. Elle propose des temps d'observation et de formation. Quelques semaines plus tard, un professeur d'éducation physique, peu convaincu au départ, envoie un message à Léna.
Je n'aurais jamais cru que la présence offerte ainsi changerait le rapport à la performance dans ma classe. Merci. Ces lettres, ces retours deviennent des carburants discrets. La petite équipe du studio installe, au fil des mois, un mur de photos et de peintures. Sur le mur du fond, une grande toile peinte par Émilie, désormais un peu plus habile, représente 3 silhouettes, une enfant, une femme en fauteuil et un homme. Elles ne sont pas un couple triomphant, elles sont une constellation. Au bas de la toile, Émilie a collé, de sa main droite, des lettres mal alignées, toujours en mouvement. Un jour, Daniel place à côté une petite plaque qu'il a fait graver, pour ceux qui gardent une place. Il ne la colle pas sans en parler, il propose. Léna lit, sourire mesuré, et dit qu'elle accepte, parce que les mots servent la mémoire communale. Une scène clé survient lors d'un atelier d'été en plein air. Le studio organise une après-midi dans un parc, invitant voisins et enfants. Il y a des rires, des couleurs, des collations, des tables où l'on peint la ville. Quelqu'un apporte un ballon trop grand, les enfants jouent, la roue de Léna devient un bateau. Au milieu de ce tableau apparaissent 2 adolescents, peut-être les mêmes silhouettes du passé, peut-être d'autres. Ils jettent des regards absurdes et commencent à commenter. Au lieu d'une confrontation, Léna pose une invitation surprenante. « Venez essayer, on va peindre avec la roue ». Les ados hésitent, fiers, puis curieux, se rapprochent. La proposition transforme l'attaque en ouverture. Ils peignent maladroitement, puis rient d'eux-mêmes. L'un d'eux, en nettoyant ses mains, murmure « C'est pas nul ». Le mot est faible, mais la ville se répare un peu. Ce n'est pas une conversion spectaculaire, seulement une ouverture, peut-être la plus importante. Le véritable sommet de cette seconde moitié n'est pas un événement public, mais une décision intime. Un soir, Daniel se rend au studio sans annoncer sa venue. Il veut comprendre, non pas en spectateur, mais en praticien. Léna lui propose un exercice qu'elle réserve aux personnes prêtes à se laisser surprendre. Inventer une improvisation à 3, où chacun choisit 3 images, une couleur, un animal, un mouvement, et improvise. Daniel choisit le gris, un cheval, et un geste d'ouverture. Ses mouvements sont hésitants au début. Peu à peu, grâce à la patience de Léna et aux impulsions d'Émilie, il trouve une façon de se mouvoir qui n'exige pas qu'il soit maître de la scène. À la fin, Léna le regarde et dit simplement « Vous apprenez à être présent. C'est l'un des métiers les plus difficiles. » Daniel sourit, un sourire qui contient moins de misérable effort que de quelque chose d'apaisé. Les progrès physiques de Léna restent progressifs et maîtrisés. Elle poursuit des séances d'ergothérapie, des exercices ciblés, et certaines journées apportent de petites victoires. Un pas pris avec un appui, un lever ralenti, une confiance accrue dans la coordination. Jamais la narration ne fait de ces progrès une preuve d'un mérite moral. Ce sont des étapes techniques, aidées, concertées. Léna les célèbre sans dramatiser. Une nouvelle possibilité de mouvement est une porte supplémentaire pour la création. Elle partage ces moments avec les enfants comme une découverte commune plutôt qu'un trophée. Le studio grandit sans perdre son échelle humaine. Bientôt d'autres villes s'intéressent au modèle. On demande des guides pédagogiques. Léna écrit, avec l'aide de quelques collègues, un petit manuel qui compile exercices, principes et éthique du travail. Le document est sobre, pratique, destiné à des éducateurs et à des parents. Daniel, discret, finance l'impression de quelques exemplaires pour les écoles locales. Il refuse les gros contrats, préférant la cohérence. Les saisons s'égrènent. Au mur du studio, de nouvelles photos s'ajoutent. Groupe d'enfants, mains peintes, Léna en plein enseignement, Émilie en train d'embrasser une toile. À la place autrefois vide près de l'entrée, une plaque gravée porte désormais les mots que Daniel a suggérés. Toujours en mouvement, pour ceux qui gardent une place. La phrase s'assoit dans la salle comme un rappel quotidien. Un an après la première rencontre au café, lors d'un petit rassemblement informel, Léna propose une cérémonie simple, accrocher un nouveau tableau sur le mur des réussites modestes. Elle a demandé à Émilie de peindre quelque chose pour la méthode, et la fillette a comme toujours répondu par un geste sincère. Elle a peint une grande main jaune qui tient une chaise. Au bas, Émilie a écrit en lettres appliquées « J'ai gardé votre place ». La phrase, simple, revient comme un refrain qui dit l'essentiel. Être disponible ne veut pas dire tout posséder. Cela veut dire réserver un espace où quelqu'un peut venir sans peur. Daniel, debout à côté d'eux, regarde la scène sans mots. Il comprend qu'il n'y aura pas d'épilogue spectaculaire, pas de « tout est résolu ». Il y aura des jours d'échecs, des moments où la bureaucratie entrave et des commentaires incisifs qui blessent. Mais il y aura surtout la suite, des rendez-vous, des ateliers, des mains qui peignent et des roues qui tournent. La famille qu'il tisse ne prend pas la forme d'un couple romanesque, mais d'un réseau de présence. Léna qui dirige, Émilie qui offre sa spontanéité, Daniel qui apprend à tenir son rôle sans occuper la place de l'autre. La ville, qui continue d'avoir ses hauts et ses bas, finit par intégrer le studio comme un élément de son quotidien. Les parents font des rotations, les enfants grandissent et le mur se couvre de traces. Léna continue d'être l'agent principal de son histoire. Elle choisit, décide, refuse, accueille.
Les personnes qui l'entourent deviennent des partenaires, non des sauveurs. Un soir, alors que le soleil tombe en une bande dorée, Léna pousse la porte du studio et s'arrête un moment pour regarder la salle. Les dessins d'Émilie pendent, la petite plaque brille, et sur une chaise, un carnet ouvert montre une note griffonnée. On ne mesure pas une danse au nombre de pas, mais à la façon dont elle nous fait sentir. Léna sourit, ferme le carnet et, sans annoncer un avenir précis, laisse la phrase respirer. La dernière image que l'on garde, comme une peinture qui se dispose dans la mémoire, est simple. Émilie, un pinceau dans la main, accroche la peinture qui porte les 3 silhouettes. Daniel pose un cadre sur le mur, Léna ajuste le niveau. Aucun d'eux ne promet des miracles. Ils échangent juste, sans bruit, un accord de présence. Au-dessous de la peinture, une petite étiquette écrite de la main de la fillette proclame, avec l'authenticité d'un enfant qui n'a rien à prouver, « J'ai gardé votre place ». Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la résilience ordinaire. Si vous souhaitez aller plus loin, visitez le projet Toujours en mouvement pour en apprendre davantage sur les ateliers et comment soutenir des espaces d'inclusion dans votre communauté.